Stéphane Lévesque, bienvenue à Télécœur. C'était hier notre émission consacrée à notre histoire régionale et on l'a aimé, on l'a fait revenir, M. Laurent Deshaies, qui nous arrive avec sa conjointe. Oui. Vous avez votre chauffeur privé, rien de moins. Oui. C'est bien, ça. Oui, oui, c'est bien. Oui. Puis là, en forme ce matin? Cet après-midi, on est l'après-midi. Oui, j'étais en forme, mais j'avais une réunion ce matin, mais là, c'est bien. Un homme occupé qui, on l'a vu lors de la dernière émission, vous avez été enseignant, vous avez été géographe, et on le demeure toujours. Tout le temps. Oui. Et l'attachement au territoire, c'est important pour vous, ça. Ah, sûrement, oui. Hein? On est enraciné. Et vous, l'exposé, l'entretien qu'on va faire aujourd'hui, c'est vous avez intitulé ça « Ma vie dans un rang ». Oui. Fait que parce que vous êtes né dans un rang. Vous êtes né où particulièrement, en détail? Oui, OK. Je suis né dans un rang qui s'appelle le 4e rang de Sainte-Marie. C'est sur le boulevard du Parc industriel à Bécancour, en direction de Sainte-Marie-de-Blenford. Là, je le montre à l'écran, mais on va le voir aussi en version en proximité. Donc, c'est dans ce qu'on appelle Sainte-Gertrude. Dans Sainte-Gertrude, oui. À Sainte-Gertrude, il y avait 2 rangs 4. Fait que le rang où je suis né, c'est le rang 4 de Sainte-Marie, parce que c'est en direction de Sainte-Marie. OK. J'ai mis le contour de mon rang là, sur la carte. C'est un rang qui a 2000 de longueur, qui pouvait avoir peut-être une vingtaine de familles au total. Il y a la rivière Gentilly qui passe à travers le chemin, là, en dessous du chemin. C'est une place pour la baignade et aussi la pêche. Moi, je suis allé souvent à la pêche dans cette rivière Gentilly. À cette époque-là, vous pêchiez quoi, jeune enfant? La petite truite, des poissons blancs, là, probablement. Je ne connaissais pas tous les noms. Les barbottes, ça, je ne les ramassais pas parce que je trouvais pas que c'était un beau poisson. Mais oui, c'est ça. Mais je le rejetais à l'eau. Oh oui. Puis de la carpe. Ah. Mon père m'obligeait à manger la carpe parce qu'il disait, quand tu enlèves quelque chose dans la nature, c'est mieux de le remettre, de l'utiliser à plein. Là. Oh oui. Mais je remettais Mais plus tard, dans les années 80, je suis allé à la pêche à barbotte. C'est le poisson que je préfère. Avant la truite, avant le doré. Moi, j'ai déjà mangé de la barbotte fumée à Odanak. Ah, ça doit être bon. C'était excellent. Oui, c'est très bon, la barbotte. Puis le monsieur qui faisait ça me disait, on a tendance à comme mettre ce poisson-là de côté, mais c'est excellent fumé. Oui, c'est très bon. Il n'est pas trop sec aussi, le poisson. La chair est bonne. Et là, vous, M. Laurent, là, vous êtes né en quand, vous? Je suis né en 1944. 1944? Oui, ça m'a rajeuni. 13 juillet 1944. 13 juillet. Et je suis né à la maison parce qu'à l'époque, les bébés naissaient à la maison. Oui. C'est certain que le médecin qui demeurait au village pouvait venir à la maison pour la... Parce que là, on est pré-Castonguette. L'assurance maladie de M. Claude Castonguay, c'est pas fait encore. Ça, non, c'est pas fait, non. Là, juste parce que moi, je trouve ça intéressant, parce que vous avez été enseignant, vous êtes un pédagogue, et d'avoir un témoin, parce que l'histoire, on peut l'apprendre des livres, mais vous l'avez vécu. Ouais. C'est un reflet du Québec de cette époque-là. Donc, on n'avait pas... Est-ce que ça a passé dans l'idée de votre mère de dire « Moi, je vais accoucher à l'hôpital ». Non, même pas dans l'idée. Non, c'était pas dans l'idée. Tous les jeunes de mon âge sont nés dans le rang. Là. OK. D'après moi, ça a été plus... Même mon frère qui est né peut-être 12 ans après, il est né aussi dans le rang. Là. OK. Donc, en 54, 55, les bébés naissaient à la maison. Mais il y avait toujours l'appui du médecin. Là. Il y avait un médecin résident. Oui, il y avait un médecin résident, mais on savait qu'il pouvait venir là, en urgence. Là, on l'appelait. On l'appelait, oui. OK. Il ne faut pas oublier que moi, j'étais le premier à la maison, donc je ne suis pas venu tout de suite. C'était pas urgent. Le 12e, lui, il peut venir vite, mais pas les premiers. Ça sortait moins vite un petit peu. Ça sortait moins vite, c'est ça. Et, question de néophyte. Moi, je suis né à l'hôpital à Trois-Rivières le 24 juin, dans la nuit du 23 au 24, dans les feux d'artifice. Ma naissance a été saluée par des feux d'artifice à la Fête nationale du Québec. Ben, moi, j'ai pas eu ça. Je suis né le 24 juin. Ouais. Ben, vous, juillet. Mais on accouchait à la maison. Le médecin, ça coûtait de l'argent. Oui, probablement. Moi, je n'avais pas... Mais c'est ça. C'est le problème. Chez nous,
Ma mère était à l'hôpital un certain temps pour les oreilles, maladie d'oreille. Là, mais on a dû payer, là, mais elle a payé tant par mois. Bon, on était une famille modeste, pas beaucoup de revenus, mais on arrivait bien, on mangeait bien, ça n'avait pas de problème de ce côté-là. Mais quand l'assurance santé est arrivée, là, pour nous, c'était un bénéfice. Mais il ne faut pas oublier, quand je suis né, là, ma grand-mère paternelle était là. Mon grand-père paternel était là, dans la maison. Donc, si ma mère avait eu des besoins particuliers, il y avait mon père aussi. Donc, ça faisait 3 personnes qui pouvaient aider ma mère dans l'accouchement. Dans l'accouchement, tu sais, tout ça. Mais vous dites votre grand-père, votre grand-mère, il demeurait à la maison? Oui. C'est parce que mon grand-père, mon père, c'était le dernier à partir de la maison. Okay. Que mon grand-père a donné la maison puis la terre à mon grand-père. Mais il devait fournir... Mon grand-père déménageait en 52. Au moment où les pensions de vieillesse sont rentrées. Je pense qu'il y avait 15 $ par mois chacun. Il a déménagé au village. Fait que, moi, j'avais 4 grands-parents, 4 parents, là, 8 mains à peu près. Là, oui. Puis, quand mon grand-père est parti, ma grand-mère est partie, je me suis ennuyé. La maison, je la trouvais vide, surtout qu'il avait amené un peu de meubles, puis de la vaisselle. C'était la norme d'une certaine les grands-parents, parce qu'évidemment, il y avait eu plusieurs enfants, ils ne restaient pas chez tous les enfants, mais ils restaient chez un. C'était normal. Ça, mais mon père devait bûcher le bois de chauffage pour mon grand-père. Parce qu'il restait dans un logement, là, une maison divisée en 3 parties. Puis... il fallait qu'il fournisse le bois de chauffage. Fait que mon père a eu de la misère à faire du bois de chauffage les premières années. OK. Puis là, donc, on est à Sainte-Gertrude, parents, grands-parents, fait que ça développe, il y a une transmission de connaissances aussi qui se fait, parce qu'aujourd'hui, nos enfants ne sont pas bien en contact avec leurs grands-parents. C'est vrai, oui. Fait qu'il y a une transmission de connaissances. Vous avez fait à manger avec votre grand-mère, par exemple. Oui. Je ne me trompe pas? Oui. OK. Puis votre grand-père montrait-tu des petits marteaux, des affaires? Mon grand-père était forgeron. OK. Fait que, tu sais, faire chauffer du fer dans une forge, là, t'approcher sur le verre, tu sais, pour faire des objets à faire. Moi, je sais comment forger un peu. Parce que je me suis essayé, il y a une dizaine d'années, essayer de faire un tisonnier complet de 4 pieds, là. OK. Là, je suis capable d'en faire un, tu sais. OK. Des affaires simples, là, tu sais. Puis, donc, votre grand-père était forgeron? Oui, forgeron, oui. C'était le nom qu'on donnait à l'époque, parce que le vrai nom, c'est Maréchal Ferrand, parce qu'il pouvait chausser les chevaux de fer à cheval, tu sais, gosser la corne oui, parce que c'est un ongle, un sabot de cheval. Oui, c'est un gros, puis ça pue. Ça pue. C'est ça, j'ai retenu de ma... Puis il se développe des fois même du pu. Oui, puis il grattait. Oui, mais il devait être c'était un homme, ça, là. Oui, il était plus grand que mon grand-père, comme mon père. Ça prenait des hommes forts, faire ça. Oui. Un cheval, c'est pas tout le temps facile. Oui, c'est sûr. Puis lui, votre grand-mère, je présume, à la maison? Oui, elle était à la maison. Mais elle a travaillé une dizaine d'années aux États-Unis dans des usines de tissus ou de... Et ça? Oui. Ah ouais? Oui. Parce qu'elle est partie un temps avec nos Franco-Américains, nos Québécois. Elle est partie de la grande ligne à Saint-Sylvain, là. OK. Elle est partie fille. Elle est peut-être partie à 20 ans, là. Ah ouais? Peut-être avant, là. T'sais, elle a resté une dizaine d'années là-bas. Puis, mon grand-père, lui, en 1916, il a perdu sa femme. Puis il a dû placer ses enfants. Il en a envoyé en adoption. Il a donné 2 filles. Il a envoyé ses fils, des fils dans les collèges, là, pour le pensionnaire. Mon père et son frère ont été à la crèche à Sainte-Nicolette, chez les Sœurs Grises. Là, on va faire de la pédagogie. Une crèche, c'était un orphelinat. C'était un orphelinat, oui. Pour des enfants bas âge. Puis c'était géré par les communautés religieuses. Les Sœurs Grises, c'était pas des centres jeunesse, ça. Non. Pas dans ce mais il était à 4 ans, tu sais. Il avait eu une mauvaise expérience. Il disait qu'il avait été accroché sur un crochet dans un garde-robe, tu sais. OK. Mais ça, c'est mon père qui le raconte, là. OK. Mais il était frustré. En tout cas, il est sorti de là. Mais mon grand-père s'est marié avec, justement, ma grand-mère qui avait été
travailler aux États-Unis. Oui, mais votre grand-mère, vous en as-tu parlé de cette expérience-là? On en parlait-tu de qu'elle était aux États-Unis? Ah puis... oui. Comment qu'elle n'est pas là pour nous le dire, mais elle vous l'a dit à vous. Mais j'ai aussi des souvenirs. Oui, qu'est-ce qu'elle avait dit de ça? Hein? D'après moi, ça a été positif. OK. Elle écrivait à Saint-Sylvain sur des cartes postales. Tu sais, à l'époque, les cartes postales, les gens recevaient des cartes postales, ils s'en écrivaient pour les collectionner. Oui, mais elle donnait des nouvelles, elle écrivait à sa famille. Elle donnait des nouvelles, c'était court. OK. Puis elle s'était fait même faire une carte postale à son nom, là, tu sais, une carte... identifiée à oui, son nom. mais je me suis fait voler. Ah, c'est triste. Ouais, puis, fait qu'elle, elle va développer un sens d'autonomie. Elle avait une paye autonome, à elle. C'est pas commun. C'était pas une femme qui travaillait et qui gardait sa paye. Mais quand mon grand-père est parti, quand il a perdu les gens de sa famille, il était travaillé à Trois-Rivières comme ouvrier. OK. Parce que sa première femme, elle est morte de la tuberculose. Ah, ouais. Mais tu sais, il y avait un magasin général, un magasin de coin, là, sur le coin de 2 routes. À Saint-Gertrude. Saint-Gertrude. OK. Puis il y avait sa forge à lui. Puis c'était la poste. Il y avait la poste aussi, on l'appelait la poste des... Mais quand, avec la tuberculose, il n'y a plus de gens qui allaient à l'épicerie. Parce qu'il avait peur de la poignée. C'est ça. Fait que là, lui, il n'a pas vendu tout de suite. Il n'a pas pu vendre, d'après moi. Mais il a été travailler à Trois-Rivières comme dans le domaine de la construction. OK. Plus tard, il a rencontré ma deuxième grand-mère, c'est pas la maternelle, là, c'est sa deuxième femme. Il l'a rencontrée à Saint-Sylvain, il devait se connaître. T'sais. Mon grand-père était de revue, il avait une dizaine d'enfants. Puis elle était ce qu'on appelait à l'époque une vieille fille. Mais une bonne fille. Oui, parce que là, à 20 quelques années, pas être mariée, c'était pas commun, ça. Oui, c'est ça. C'est quoi, donc, la fête, là, tu sais, Sainte-Catherine, là? Oui. Mais je rappelle la Fête Sainte-Catherine. des vieilles filles. La fête des vieilles filles, comme tu dis. Oui. C'est ça. Oui, fait que c'est ça. Fait que là, puis, là, ce que je comprends, c'est que lui, il va avoir 2 lits. Il va avoir des enfants de 2 lits. Non, ça? oui, il y en a eu 2. Okay. Oui, le deuxième lit, là, il y a eu un fils, il serait mort à 11 ou 12 ans. Tu sais. Il est mort ici, au Québec. OK. Mais je ne sais pas exactement la maladie, mais j'ai eu de la misère à la retrouver dans le Nouvelliste. Là. OK. Puis là, il y a eu un deuxième fils qui, lui, il est resté pris dans le corps de sa mère. Fait que, le médecin a été chercher, il a découpé le bébé dans le corps de ma grand-mère. Il est mort-né. Il est mort-né, oui, c'est ça. Okay. Mais découpé pour la sortie. Ouais. Ça a l'air qu'elle se lamentait parce que mon père, il était dans le logement, tu sais. Oui, c'est ça. Ça avait des conséquences de ne pas accoucher à l'hôpital. Oui, c'est ça. Lui, je ne sais pas à quelle date il est né, mais c'est dans les années après 23. Là. Okay. Parce que mon grand-père, lui, était aux États-Unis parce qu'il y a eu une crise agricole après 1922. Okay. Tu sais, on sortait de la guerre. D'après moi, l'économie on fournissait moins l'Europe. Ouais. Peut-être dans le domaine agricole. Ça se peut qu'il y ait eu une sécheresse, ça se peut. Oui, c'est ça. Fait que là, il a déménagé, mais il a fermé la maison, puis la grande, il a tout fermé, puis il est parti aux États-Unis. Mais il est revenu en 32. Okay. Parce que ça, c'était après la crise, tu sais, 2 ans après. C'était une période de crise. Ouais. Ça allait pas mieux. Il dit quand tu avoir un jardin communautaire aux États-Unis, tout se met à cultiver ma terre. Il est revenu, mais sa fournaise avait été volée, les portes de grange étaient à terre. Ah, ouais. Ouais. Ah, c'est quelque chose pareil. Puis votre père faisait quoi comme métier? Il était cultivateur. Mais lui, c'était un franco-américain parce qu'il était déménagé très jeune. Mon grand-père a été le chercher. Quand il s'est marié, mon grand-père a été chercher mon père puis mon oncle. Puis il a regroupé un peu ses enfants. Okay. Il en avait laissé un à Sainte-Gertrude chez un de ses beaux-frères, un Leblanc. Puis, quand mon grand-père s'est marié, il a voulu l'aller chercher, mais le blanc en question, il ne voulait pas leur donner. Okay. Je ne sais pas pourquoi. Ben, moi, j'ai déjà entendu des histoires un peu comme ça dans les familles, tu sais, des processus d'adoption. C'était pas légalisé. Non, c'était pas légalisé. On laissait un enfant là, puis... Mais, tu sais, il ne faut pas oublier, mon grand-père a dit au petit, lui, le petit allait à l'école du village de Sainte-Gertrude, il dit, après l'école, moi, m'a t'emmené. Il a volé son propre fils à l'école, il l'a emmené à la maison. OK. Et là, c'était quoi de vivre dans ce fameux rang, là, le rang Sainte-Marie, le rang 4? Le rang 4. Sainte-Marie à Sainte-Gertrude. Donc, proximité de la nature, travail avec la nature. C'est une vie qui est modulée par les saisons. Ah oui, ça, c'est fantastique de ce côté-là. Tu sais. Si on prend les saisons, par exemple, le printemps,
Je me rappelle, le printemps commençait chez nous quand ma mère plantait des graines de choux puis de choux puis de tomates, tu sais, mettait ça sur le bord de la fenêtre, tu sais, parce qu'on transférait les semis dans la couche chaude. Et, tu sais qu'est-ce que c'est? Comme une petite serre avec 4 murs, puis tu mettais une fenêtre dessus. Puis là, vous partiez ça là? Oui, bien non, pas à l'extérieur. On commençait en dedans. On transférait les plants dans la couche chaude. Dans la couche chaude, il y avait 4 pouces de fumier de cheval. Ça chauffe, le fumier de cheval. Puis on mettait de la terre par-dessus. Les plants devenaient beaux. Mais dans le jour, on pouvait enlever la fenêtre. Puis des fois, on mettait une couverture sur la fenêtre. C'est une transition. Aujourd'hui, on dirait une serre. Là. Ah ouais. Fait qu'elle avait comme un moment dans l'année où elle commençait au mois de mars. OK, elle faisait ça. Oui, c'est ça. Elle serait bientôt à se préparer. Là. On tourne au mois de février. Oui, là, ça serait mieux pour les poivrons. Les tomates, ça peut attendre. Moi, je les sème plus tard. On fait encore nos semis à l'intérieur. On pratique encore les méthodes anciennes. Là. Parce que là, la responsabilité, là, c'est pas 2-3 plats de tomates puis 2-3 plats de cocombes. Là. C'était comment? Son jardin à votre mère, c'était comment grand? C'était assez grand pour faire des conserves toute l'année. Là, on avait nos pommes de terre. Elle faisait toutes les conserves qu'il fallait. Le maïs, les haricots, des concombres dans le vinaigre, des betteraves dans le vinaigre. Là, j'en oublie sûrement. Là, parce que là, vous, exemple, d'aller acheter des fruits et des légumes à l'épicerie, d'après moi, il n'y en avait pas tellement à l'époque. Parce qu'à Noël, j'ai eu une orange, peut-être quand il avait 4-5 ans. C'est vrai, ça, là? Vous, là, on a... Parce qu'on a déjà entendu ça. Hey, on recevait juste une orange à Noël. C'est vrai, ça? C'est vrai, oui. OK. Mais j'ai eu d'autres beaux cadeaux après. Mais je me rappelle la première orange. Mais ces fameuses oranges-là, vous les achetez où? L'épicerie, il y avait des magasins généraux à Saint-Eutrope, il devait en avoir 2-3, mais au magasin, il devait recevoir une commande spéciale. Une commande spéciale de Noël. Là, on allait acheter des oranges, des enfants. Là, vous n'avez pas fait l'erreur de la conserver pour ne pas en manger. Non. Vous la mangez. Peut-être qu'on a mangé la plus. En plus? Parce qu'il y avait un petit voisin qui a mangé la plus de... Il y a un petit... Il était à l'école à ce moment-là. Il y a un jeune, il avait amené... Mais là, on est plus tard, là, il avait amené une orange. Il a mangé l'orange, puis le petit voisin a mangé la plus. Ah, ouais. Bon. Il n'y en est pas mort. Hein? Non, ça, il n'est pas mort. Fait que là, juste pour revenir, donc, une vie basée sur le rythme des saisons, le rythme de la nature, parce que ça a du beau, mais en même temps, tu sais, quand c'est le temps de récolter, c'est le temps de récolter. On ne peut pas dire, moi, je prends off. Là, non. C'est ça. La récolte était graduelle quand même, tu sais. Parce qu'au printemps, les premiers, tu sais, les échalotes, là, les oignons du diable, tu sais, il y a plusieurs noms pour désigner ça. Ça pousse tout seul au printemps. Je me rappelle, on ramassait les premières échalotes, je ne sais pas, peut-être en avril, début avril. T'sais, on pouvait se faire des sandwichs avec les queues d'échalotes. C'est bon pour la langue. Oui, c'est ça. Puis, mais on n'a pas connu votre femme dans ce temps-là. Non. Avec une haleine d'échalote. Non. Mais là, j'ai une question. Parce que moi, j'ai une mère qui est née dans le nord de l'Abitibi, moi. À quelle paroisse? À Beaucanton. Beaucanton, oui, je suis allé déjà. Mon père est né à Sainte-Tech. Puis ma mère, elle me disait, oui, on cultivait chez nous, mais on profitait de la nature aussi. T'sais, est-ce que vous aviez des talles de bleuets? Vous parliez de pêcher tantôt, là, mais est-ce que vous aviez profité de la nature de récolte sauvage? Ça a commencé au printemps, ça. Là. D'abord, le petit thé des bois. C'est vrai, c'est bon. Avec les petites feuilles, puis on ramassait des petites feuilles de thé des bois, puis on faisait bouillir, on mettait ça dans l'eau, on faisait bouillir ça sur le poêle à bois, tu sais. C'est sûr, il y a eu il faudrait croquer. Il faudrait croquer. Oui, je connaissais toutes les talles chez nous. Parce qu'il m'a expliqué pourquoi on les connaissait. Parce que les vaches, on allait les mener au bout de la ferme. C'est parce que les vaches étaient à l'extérieur l'été. Oui, là, on c'est pas comme aujourd'hui. Là. Puis moi, en revenant, quand j'allais mener les vaches, je revenais, mais je fréquentais les talles, les mérises, tout ce que je pouvais manger. Aviez-vous de l'ail des bois? Non, ça, je ne connaissais pas l'ail des bois, mais je ne suis pas certain qu'on en avait chez nous. Je serais capable de le connaître, mais je ne connais pas d'endroit où... De toute façon, on n'a plus de doigts dans le cahier. Moi, j'en connais. Donc, cueillir des petits bleuets, des murs, des affaires comme ça. Ça faisait partie des loisirs. Mais il ne faut pas oublier qu'une chose importante que moi, j'ai vécue, puis que ça a été intéressant, c'est au printemps, on déménageait dans la cuisine d'été. On avait une cuisine d'été, puis mon père, il déménageait même le poêle à bois, parce que ma mère faisait la cuisine l'été. Elle fermait toutes les...
les volets, là, tu sais, autour des fenêtres de la maison principale, ça gardait la maison principale fraîche. OK. Une... Parce que là, juste pour comprendre, vous couchiez quand même dans la maison, mais la vie, puis au Québec, on va se dire, la vie, ça se passait dans la cuisine. Oui, la vie se passait dans la cuisine, On mais là, n'allait pas au salon, ben. Non, Ça, c'était juste les occasions spéciales. Pour la visite du curé. Oui, c'est ça. Mais pour... non, on vivait dans la cuisine. Là, jouer aux cartes, jaser, ça se faisait autour de la table de la cuisine. Ça. Donc, vous aviez une place plus fraîche. Pour nous, c'était une fête de déménager dans la cuisine d'été. L'automne, au mois de septembre, là, non, fin septembre, on déménageait dans la maison principale. Le froid arrivait. Là, là aussi, là, moi, je me sentais qu'on se préparait pour l'hiver. Ouais. Tu sais, on s'enfermait. C'est entre guillemets, ça. Oui. Mais encore là, c'est une fête pour nous. Le rythme de la nature, tout ça, il commence à faire plus frais, le soleil se couche plus de bonne heure, tout ça. Oui. Le printemps, il y avait aussi la naissance des veaux. Ça, je me suis fait poigner souvent par mon père. Le 1er avril, il disait, on a eu un petit veau à l'étable. Ah. Fait qu'on courait, nous, mon frère et moi, on courait à l'étable pour voir un veau, mais il n'avait pas, là, tu sais. Poisson d'avril. Il dit une vache qui a accouché d'un poisson. Oui. Il ne faut pas oublier, à l'époque, les vaches donnaient des veaux au printemps. On les tenait tout l'été. On arrêtait vers octobre la traite des vaches. Là, les vaches se reposaient pendant quelques mois, là, tu sais. Puis, y avait pas le train était plus facile à faire à l'hiver parce qu'on ne tirait pas les vaches, comme on dit. OK. C'était. OK, oui, on les. Oui, parce que nous, il n'y avait pas de treilleuse encore. OK, parce que là, c'était à la main qu'une chaudière et tout ça. Oui. Mais ça, on va en parler plus en détail. Vous nous avez amené un beau plan. Oui. Puis ça, évidemment, c'était un peu un plan de ferme. Bien, pas un peu, c'est le plan de ferme de chez vous. Oui, mais ça, c'est le plan. C'était plutôt commun comme organisation. Oui, c'est commun, oui. La ferme à côté de chez vous, ça devait ressembler à ça. Oui. Une ferme à Saint-Nord d'Aston ou à Saint-Perpétue. Ça devait être semblable, oui. À Baie-du-Fèvre, ça devait ressembler à ça aussi. Et peut-être la seule... Bon, d'abord, il ne faut pas oublier que quand mon grand-père a acheté cette ferme-là, ça, je l'ai réalisé plus tard, c'était la ferme la plus équipée, là, tu sais, du rang. OK. C'était un comptable de Trois-Rivières qui avait la ferme. Mais la ferme, la grange étable, là, si tu veux. Mm-hmm. Il y avait l'eau courante là-dessus parce qu'il y avait une pompe qui fonctionnait avec une roue avant. OK. Parce que les autres fermes, sur le même rang, il n'y avait pas de roue avant. OK. Puis dans la maison, on avait le chauffage central avec des tuyaux d'un mur pour la montée de la chaleur. Puis aussi, l'air froid passait par d'autres tuyaux qui allaient. Chaque pièce avait son petit grillage. Uh-huh. Fait que là, on parle de chauffe au bois. Chauffage au bois, oui. C'est ça. C'est quand que j'ai vendu la maison de ma mère que j'ai réalisé qu'on avait une maison très moderne pour l'époque, ça, 1896. Une question, vous êtes né, est-ce qu'il y avait du courant? Y avait-il de l'électricité? Bon, l'électricité. Oui, à Sainte-Gertrude, il s'est arrivé en 1944, en 1944. Okay. Mais d'après moi, chez nous, ça peut être en 1946. Okay. Parce qu'on était plus à l'extrémité, plus loin du fleuve. Mais c'est 1946. Okay. Donc, c'était, maison, puis tous les bâtiments de ferme à proximité. Là. Oui. La maison aussi avait, à l'extérieur, avait une annexe où c'est comme une glacière. Oui. Ils mettaient de la glace, des blocs de glace l'hiver, puis alentour des blocs de glace, ils mettaient du brin de scie. Oui, mais c'est un carreau? Non, c'est... Moi, je dis que un mur avait 15 pieds, puis peut-être ça avait 15 pieds de large. OK. C'est comme un congélateur, si tu veux. On pouvait récupérer la glace couramment dans l'été. Là. Uh-huh. Mais moi, je n'ai pas connu ça. Mais j'ai connu la bâtisse. Mon père, il l'a déménagé près de la boutique pour faire un hangar à bois. OK. Mais ça, juste, vu que je vous ai, est-ce qu'on faisait notre glace, on ramassait de la glace hiver? Oui, bien, là, je ne sais pas, mais d'après moi, il allait sur la Rivière-Gentille. OK. Il découpait la glace. Puis il sortait avec des chevaux. Puis il mettait les blocs de glace dans la cabane. Puis après ça, il mettait du brin de scie sur les bords, dessus. Parce qu'en milieu urbain, on voyait ça, des vendeurs de glace. Ah, ben oui, mais là, vous autres, vous ne l'achetiez pas, vous le faisiez. On le faisait. OK. Oui, mais à Trois-Rivières, moi, j'ai connu, quand j'allais chez ma tante, là, elle recevait des blocs de glace après ça chaque jour. Là, c'était ils prenaient la glace dans la rivière Millette. Tu sais, en allant vers l'université, là, en prenant le boulevard des Collets, là,
il y avait une petite rivière, mais il y avait un bassin aussi, parce qu'il y avait Moulancy, il avait fait un barrage, mais l'eau s'accumulait, puis ça gelait, puis il découpait les blocs. Puis il y avait le Brinty en plus, parce qu'il y avait une usine de siège. Fait que là, chez vous, bon, vous m'avez parlé du jardin potager. Moi, ça m'a mis l'eau à la bouche. Oui, là. Mais c'est quoi qu'on cultivait? Parce que ça, c'est une culture de survivance. Là, puis c'est correct. C'est ça. Mais c'est quoi la culture principale qu'on avait sur la ferme chez vous? Bon, d'abord, il y avait le maïs, les pommes de terre, les betteraves, les navets, les radis, la salade. On n'avait pas d'asperges, par contre. Là, j'en oublie, on avait des pommiers aussi, plusieurs pommiers. Mais ça, c'était pour nourrir la famille. C'était pour nourrir la famille. Nous, on n'a rien vendu sur la ferme. Parce qu'il ne faut pas oublier qu'on était à 3000 du village. OK. Fait qu'on n'avait pas tout ce qu'on récoltait, c'était pour la famille, là, tu sais. Puis il y avait des animaux pour le lait, des vaches pour les vaches pour le lait, oui. Okay. Puis la crème. OK. Puis les revenus principaux, c'était la vente de la crème au début. OK. Puis vers les années 64, peut-être, là, c'était la vente du lait. Mais c'était Quirino, qui est une usine qui était à Notre-Dame-du-Bon-Conseil, qui passait pour amasser le lait. Ça avait commencé. Mais la crème, nous, on avait un centrifuge, tu sais, comme un séparateur qui séparait le petit lait de la crème. Oui. Ça, c'était à manivelle, là. Il y avait beaucoup d'écuelles là-dedans, tu sais, en tout cas, c'est difficile à décrire, mais ça donnait de la crème au bout. Puis là, on mettait la crème dans un bidon. Le bidon, on le mettait dans le puits, le soir, là. Pour qu'il restait frais. Frais. Puis le lendemain matin, on remettait de la crème qu'on ramassait le matin même. Puis un type passait pour ramasser les bidons de crème à la maison. Puis, lui, il l'emmenait à une fromagerie, une beurrerie. Mais souvent, il y a eu 4 beurreries et fromageries à Sainte-Gertrude. 4. 4? Au même moment? Oui, il y en avait une au même moment. Il y en a eu une à 1 mille de chez nous. Là, les autres, ils faisaient uniquement du fromage, je pense. Mais là, il faut se mettre dans le contexte. Là. Oui. Vous êtes nés, il y avait des autos, mais il n'y en avait pas tant que ça. Là. Fait que... Non, il n'y avait pas d'auto. Non? Ben, non. Ça existait. Là. Oui. Ford, ça a commencé dans les années 10. Moi, je dis que... Mais voir un char quand vous êtes nés, c'était un événement encore. Là. C'est-tu pas sûr? Non. Moi, je dis que c'était un événement. De toute façon, il n'ouvrait pas les chemins l'hiver. Ouais. Mais ce que je veux dire par ça, c'est que la proximité était nécessaire. Pour s'alimenter, pour se nourrir, pour se vêtir, pour se construire. Ça. Donc, tu sais, moi, je fais le saut, il y avait 4 beurreries à Sainte-Gertrude. Oui, c'est ça. Mais c'est parce qu'il faut penser que le monde, il y en a beaucoup qui allaient à pied ou en chevaux à la beurrerie. Là. Il allait en chevaux. Oui, c'est ça. Parce que les gens dans le rang, d'après moi, ils ont eu leur premier véhicule vers 1958-60. Il ne faut pas oublier que les chemins n'étaient pas ouverts l'hiver. Les gens n'ont peut-être pas assez les moyens aussi pour s'acheter des véhicules, mais quand les véhicules sont arrivés, là, ça change un peu. Là, Puis, donc, vous me parlez de crème, là, c'est parce que c'était ça qui apportait. Mais en même temps, ça, puis notre relation à l'argent, tu sais, bon, là, il y a de l'argent là-dessus. Si je veux une carte de crédit reliée à ça, puis j'ai de l'argent d'impôt, tout ça. Mais de l'argent, il n'avait pas tant que ça. Il n'avait pas tant que ça, oui. Parce que les gens, ils vendaient, ils consommaient, ils cultivaient ce qu'ils... Puis la paye qui arrivait au printemps, la première paye, tu sais, de la beurrerie, là, ça, c'était important parce que là, il y avait passé l'hiver sur les réserves qu'ils avaient accumulées l'été précédent, l'automne précédent. Mais on se disait, moi, je suis sur une terre, je peux me nourrir. Oui, ça, c'est la chose principale. C'est une belle construction, un beau système, tu sais. Permettait de nourrir, puis vendre des vaches pour la viande, puis vendre des cochons pour la viande, ça rapportait un revenu. Mais au pire, si je ne vendais pas, on va le manger, mon cochon. Oui, c'est ça. Tu sais, je vais vivre. Mais ça, comment dire, on est plus capable. Beaucoup de gens ne sont pas capables de s'autosuffire maintenant. On a perdu les connaissances pour le faire. Oui. Mais il ne faut pas oublier qu'il y avait des connaissances qui étaient plus assimilées par certaines personnes. Dans notre rang, il y avait un voisin qui, lui, connaissait ça, la boucherie, tu sais. Comment tuer un cochon. Puis, il se développait des spécialisations. Oui, il y avait des spécialisations dans si on faisait boucherie, c'était pas nécessairement votre père qui le faisait, mais il faisait venir le voisin. Moi, j'ai connu un peu la boucherie, mais j'étais jeune. Tu sais, peut-être que j'avais avant 9 ans. Là. OK. J'ai connu ça parce qu'il attachait l'animal, il montait l'animal, attachait l'animal à un câble, puis il montait
avec la poutre en haut, là, tu sais, dans le grand. Oui. Mais là, vous, petit enfant, de sang et tout ça, Ouais. on ne s'énervait pas avec ça dans ce moment-là. Ça faisait partie de la vie. J'avoue que j'ai peut-être moins de préoccupation pour la mort d'un animal, là. Mais parce qu'on a vu ça, les animaux morts aussi à la ferme, tu sais, ça arrive. Ouais. Mais ça, j'avais une question. Bien, c'est le fun que vous reveniez avec ça. Tu sais, enfant, il y a des animaux sur une ferme. On s'attache à ces animaux-là. Oui. Est-ce que vous vous attachiez, puis là, là on mange mon petit veau que j'aimais, là? Ou la poule que ma mère elle a engraissée toute le... Écoute, nous, on avait 50 poules puis 50 coqs. Okay, les coqs, on fallait en manger. Donc, j'ai vu comment mon père tuait un coq. Non. Puis, une histoire, une anecdote. On avait un coq qui, lui, était picossé par les autres. Il avait du sang sur la jambe. Il était tout picossé. Fait qu'on a pris la décision de le peser et comparer son poids avec d'autres. Il avait le même poids, même s'il était mis de côté. Là. Comment on appelle ça? Des gens. Des exclus. Intimidés. Oui, c'est ça. Ouais. Mais il pouvait se nourrir pareil. Parce il pouvait se nourrir pareil. C'est pas une des sociétés égalitaires, le monde animal. Là. Non. Ma fille, elle a des chevaux, elle a deux. Elle en a un maintenant, elle en avait deux. Mais le cheval qu'elle a eu naissant, il était d'un champ libre. Là. Ouais. Puis quand tu amènes la moulée, là, il se tasse entre eux autres. Là. Tu ne vas pas te pointer là le premier quand c'est pas toi le premier. Là. Mon père achetait des petits poulets. Tu sais, on avait une affaire qui chauffait, mais on rappelle, avec une lampe. Okay. Une lampe spéciale pour que les petits poulets puissent avoir la chaleur autour de l'abreuvoir puis de la mangeoire, tu sais. Fait que ça, c'est intéressant aussi. Une anecdote concernant les poules. Mon père a vu un œuf transporté par 2 rats. On avait des rats dans le poulailler. Fait que un rat était sur le dos, qui tenait l'œuf comme ça, puis l'autre tirait sa queue. Fait qu'il transportait l'œuf. Pas le casser. Pas le casser. Amener ça vers leur nid. Mais sais-tu, j'ai trouvé une image dans celui qui faisait des fables, les fables de La Fontaine. Oui. Dans un livre de La fable de La Fontaine, j'ai vu un dessin avec un rat qui avait un œuf dessus lui, puis l'autre qui tirait sa queue. Donc, c'est comme mon père. Mais c'est une histoire inventée? Non, c'est pas une histoire inventée. Non. Puis l'avoir vu dans le livre. Moi, le gars qui me dit qu'il y a un veau qui naît, puis c'est pas vrai. C'est 30 ans après que je l'ai vu dans le livre. Mais lui, votre père l'a peut-être lu, le livre? Non. Non? Non. Il n'y a pas de temps pour ça. Je pense qu'il a fait tout un secondaire. Question. Puis ça rend pas les gens moins intelligents. Mais votre père savait-il lire et écrire? Ah oui. OK. Ah, ça, il lisait. Et il ne faut pas oublier, quand il est revenu en 1932, lui, c'était un urbain. Il travaillait dans des usines. Il ne connaissait rien de la ferme, rien du bois. Fait qu'il a décidé d'acheter des manuels. Il y avait 4 manuels pour l'agriculture, la formation en agriculture. Ça venait d'Oka, ça. Il y avait l'école, les frères, je ne me rappelle plus lesquels frères. C'est pas les bonnes trappistes, ça, Oka? Oui, les trappistes, oui, c'est ça. Chocolat, là. Les autres, ils faisaient du chocolat, mais aussi du fromage, là, tout ça. Le Oka d'aujourd'hui, ça vient de là. Hein. Mais dans le fond, lui, il n'était pas prédestiné à faire ça. Fait qu'il s'est. Oui, mais tu sais, il ne pouvait pas se fier non plus. Il s'est instruit. Il ne pouvait pas se fier nécessairement aux voisins. OK. Donc, il a appris les méthodes dans des ouvrages. Mais évidemment, pour rendre, moi, je ne suis pas connaissant de ce domaine-là, mais je sais qu'il y a des questions de rendement. Puis, tu sais, tu peux faire des améliorations, augmenter ta production, tout ça. Est-ce que, oui, il y avait des livres, mais est-ce qu'il y avait des gens qui les conseillaient? Y avait-tu des formations? Oui, mais lui, tu sais, c'est un gars peut-être un peu à part, parce que lui, c'était un franco-américain, c'est un gars, un urbain. Et il a sûrement posé des questions aux autres. Là, curieux. Mais là, moi, je n'étais pas conscient de ça à l'époque. Là. Fait que là, engrais est chaud, dans le fond... il n'y en avait pas. Ah! Parce qu'il ne faut pas oublier que la chaux est arrivée, l'engrais est arrivé assez tardivement dans mon rang. Là. Fait que là, on devait avoir des méthodes pareilles là, pour pas faire infester nos le fumier, on le charroyait après les foins en général, là, ou au printemps avant les foins. On avait, la ferme était moderne, on avait un tombereau à fumier, pas un tombereau à fumier, une traque en haut, excusez l'anglicisme, avec un...
Oui, l'affaire qui monte, là, puis qui Ouais, fait tomber mais le c'est soulier. manuel, ça, là. OK. Mais ça fonctionnait, mais on faisait un gros tas à l'extérieur. Puis au printemps, puis à l'été, on charroyait le fumier avec la fourche. Là, on va parler du train. Faire le train, vous avez fait ça, faire le Oui. train? Il ne faut pas oublier que quand on est petit, ben, moi, j'étais le premier de la famille. Souvent, les parents, qui faisaient le train à deux, tiraient les vaches à deux. OK. Donc, la meilleure façon de garder un jeune, c'est de l'emmener tirer une vache. On tirait pas fort, là. Oh, ouais. Ben, on avait la vache là, qui avait les pieds les plus tendres, tu sais. OK. Fait que moi, j'ai commencé à tirer les vaches à 6 ans. Mais je devais pas faire beaucoup de lait dans la chaudière, là, tu sais. Mais ça, pour les gens, on peut pas présumer que tout le monde connaît ça, puis vous rendez ça intéressant, mais le train, là, c'est tout le temps à même heure, ça, là. Oui, la même heure, Ça même ne heure le soir. tente pas, ça ne tente pas, là. Il faut que ça te tente. Oui, c'est ça. Oui. C'est à quelle heure, le train? Bon, disons, le matin, c'était 6 heures. Deux fois Le par soir, jour. Au moins 4h30, 5 heures. là. OK. Fait que, parce que la vache, si on la traite pas, Oui, elle peut en en souffrir un peu, ça, oui, c'est Parce ça. qu'elle a produit du lait. Ouais. Avec là, ça Mais peut- tous les jeunes étaient habitués à faire ça. Les voisins faisaient la même chose que nous. Uh-huh. Donc, c'était une habitude. Le train a commencé à faire problème, mais nous, on a toujours tiré nos vaches. OK. Puis les dernières... je pense qu'on a vendu les vaches peut-être en 70. Mon père est tombé malade, puis ma mère n'avait pas l'assistance publique. Mm-hmm. On a vendu graduellement les vaches. On en tuait une par année pour manger. Puis, qu'est-ce que je voulais dire? Donc, c'est ça. Donc, C'est accaparant. c'est accaparant, oui. avoir C'est des ça. vaches. Le problème du train est arrivé quand on a eu la TV en 56. Ah, Parce qu'à l'heure du train, c'est l'heure des émissions d'enfants. ben oui, là, c'est moins Là, fun. c'est une querelle entre mon frère et moi pour rester à la maison. Fait que les parents ont décidé, toi, tu viens asseoir. Demain, c'est ton frère qui vient. Tu sais. Ah, je pensais qu'il avait décidé de couper la TV. Non, pas. Oui, ça aurait pu être la bonne méthode, mais je pense qu'on a trop résisté. On ne pouvait pas résister au train, ça, c'est sûr. Mais là, puis c'était quelque chose, là, l'arrivée de la télévision, là. Ah, ça une change boîte à tout. images, là. Oui, c'est ça. C'est quelque chose, ça, là, Oui, de c'est vie, beaucoup, là. ouais, c'est ça. Tu sais, de voir des affaires de partout dans le monde, puis là, le Oui. monde parle à la télévision, puis À écoute l'époque, le hockey, écoute la lutte, et tu vois un amateur de lutte? Oui, là? quand mon père a acheté la TV, on était peut-être le premier dans le rang, mais au magasin général du coin, là. Mais pas un général, mais un petit magasin du coin. Les autres, il y avait la TV. Il y en avait deux magasins du coin, là. Il y avait la TV, mais les gens se réunissaient là le mercredi soir pour écouter les ploufs puis la lutte. Ouais. Mais mon père, en achetant la TV en 56, ça veut dire que les voisins qui étaient proches sont venus écouter la TV le mercredi soir chez nous. Et là, il n'y avait pas le câble dans ce temps-là. Vous Non. n'aviez pas eu télécœur. Il y avait quoi? Un poste, deux postes? Moi, je dirais 2 postes. Parce qu'au début, c'était Radio-Canada, puis Télémétropole. Non, Télémétropole est arrivé après, mais il y Après. avait un poste de Sherbrooke qu'on pouvait prendre. Celui de CHLT, sais-tu? qui était Mais- un affilié de Oui. TVA. Mais là. tu sais, c'était une antenne qu'on avait sur le toit. Oui, oui. Mais Puis, l'antenne était, c'était porté par un tuyau. Et on allait dans le grenier en haut pour tourner l'antenne pour qu'on puisse prendre des postes de Sherbrooke ou puis la manette, c'était vous. la manette, c'était nous. Puis on ne voit pas bien parce que... Laurent, change donc pas. Hein? Oui, mais il ne faut pas oublier que la TV était sur frigidaire à l'époque. Ah ouais, OK. Puis là, c'était en noir et blanc. Noir et blanc. Hey, vous avez vu ça, le couronnement de la reine? C'est quelle année, ça? 58, Non. 50? Puis ça, Bon, c'était comme la première émission en couleur. Je préférais écouter Monte Cristo, des films Puis là, étiez-vous à vous habiller propre pour écouter la télévision? Là? Non. On savait que c'était pas du vrai monde. Mais de toute façon, je pense qu'on changeait de vêtements une fois par semaine, pour les bobettes. Puis là, géographe comme vous êtes, là, vous devez avoir écouté ça, Point de mire, avec René Lévesque? Peu. Peu? Il ne faut pas oublier, Point de mire, d'après moi, il est arrivé peut-être dans les début 60, fin Ben non, parce qu'il 50. était ministre en 60. Lévesque, Oui, il a ça fait va. ses émissions Il doit être arrivé en 57, 1955, Ouais. 56. Parce qu'il parlait de géographie, il faisait de la Ouais. géopolitique, René Lévesque. Oui, hein? mais tu sais, moi, je n'étais pas fort à l'époque sur la politique. Bon, bon. C'est venu après, là. Bon, je te beurre pris. Mais il ne faut pas oublier que quand j'étais au collège, j'écoutais plus la TV, mais quand je revenais, là, Point de mire, je l'ai écouté quelques fois. Là. OK. Fait que là, on va parler, on est en campagne dans votre rang, le rang 4 de Sainte-Marie, on n'oublie pas. Puis là, on est en campagne, le village versus la campagne. Ouais, ça, Parce que moi, je suis assez vieux pour avoir quand même connu. Les deux. Moi, je viens du village, Tu viens du village. de Saint-Honor d'Aston. Oui. Mais la gang qui venait de la campagne, c'était pas pareil.
Ah non. On était deux mondes un peu. Oui, deux mondes. Bien qu'il y avait des autos, puis on se voyait pareil. Mais ça, vous, c'était vraiment marqué, la gang du village versus la gang de la campagne. Ouais. En quoi c'était différent? D'abord, les gens du village, les autres, il y avait des retraités. OK. Il y avait certaines professions, le médecin, peut-être le notaire, mais ça, c'est pas tout le temps. Il y avait le salon funéraire, il y avait des magasins généraux. Donc, ça donne une structure occupationnelle qui était différente. Tu sais, les occupations des gens étaient différentes. En campagne, c'était tous des cultivateurs. Fait que là, nous, on allait au village quand on avait besoin. Tu sais, on allait pour l'épicerie, l'épicerie, mais certains des éléments. Tu sais, la farine, la graisse, le sel, le poivre, des affaires comme ça. Tu sais, ce qu'on ne pouvait pas récolter. Le sucre, oui, le sucre, c'est important. La graisse, le sucre, puis la farine, c'est des ingrédients importants, là. Tu sais, on achetait ça à la poche. Tu sais, une poche de 100 livres. Ma mère récupérait dessus pour... Elle n'achetait pas à la poche. Non, elle n'achetait pas à la poche. Elle faisait quelque chose avec. Ben oui. Puis ça, là, tu sais, ça peut paraître drôle. Tu sais, on peut penser que vous restiez quoi, à 10 km du village? Nous, on était à 3000. 3000, bon. C'est pas beaucoup, mais... Mais c'était une sortie, aller au village. Mais tu sais, il allait avec des choses dans une voiture. Moi, quand j'étais petit, j'y allais, mais tu sais, regardais passer, je trouvais que ça allait pas vite, tu sais. C'était lent, là, tu sais. Fait que là, on allait là pour aller à la messe aussi? Aller à la messe, oui, c'est ça. Mais la messe, il fallait y aller. Moi, la messe, c'est sûr, j'aimais bien la messe, mais là, ça me permettait d'aller voir mon grand-père, mes grands-parents, chez eux, après la messe. Okay. Moi, je courais pour aller voir mes grands-parents parce que c'était comme les seconds parents. Ouais. Ah oui, qui avaient été dans la maison chez vous. Mais j'ai constaté que mes sœurs, ils ne couraient pas pour aller chez les grands-parents. Les autres, ils l'avaient moins connu. OK. Vous aviez vraiment un bel attachement à eux. Oui. Ils vous recevaient à dîner après la messe? Non. OK. Excepté au jour de l'an. OK. Ouais. Puis la messe, c'était-tu dimanche matin? Oui, c'était dimanche matin à 9 h, d'après moi. Là. Fait que là, puis là, il fallait payer notre dîme. Oui. Bon, la dîme, pour la question de la dîme, c'est intéressant parce que quand j'étais jeune, je sais que je suis allé au village avec mon père pour aller mener du foin. Ça, il l'a mis dans la grange à dîme. La grange à dîme, c'était le lieu du revenu du curé. Il ramassait l'avoine, il ramassait des grains. Fait que là, tout le monde payait sa dîme en nature. Et non pas en argent. Excepté ceux du village. OK, le notaire. Oui, les autres, ils payaient en argent, mais nous, on payait. Mais Albertus Martin, en 1955, il a décidé d'abolir la dîme en nature. Le fameux évêque. Oui, il m'a confirmé, moi. Oui, c'est ça. Oui, il était évêque en 52. Oui, c'est ça, oui. Tu vois, dire un gros mot. Tu vois, moi, il m'a confirmé en 84. Il était évêque longtemps. Il doit m'avoir confirmé aussi. Ah oui, Caroline. C'était autant que la reine d'Angleterre. Oui, c'est ça. Là longtemps. Et quand j'étais au village pour la dîme, je devais avoir 10 ans, 11 ans. Ça m'est resté dans l'esprit, ça. Là. Okay. Mais beaucoup plus tard, quand j'étais à Patrimoine Bécancour, quand je faisais des travaux, j'avais décidé d'étudier la Grange à dîme parce que c'est le lieu du revenu. C'est un petit patrimoine, mais mal connu. C'est là que le curé prenait sa richesse, avec le bois de chauffage, même des choses que les gens donnaient. Puis aussi, il y avait l'étable où il y avait ses chevaux. Parce que lui, il avait besoin d'un véhicule, là, tu sais. Okay. Il venait pas dans les campagnes, tu sais. Il faisait pas la visite des paroissiens. Il venait en buggy, puis l'hiver en carriole, là, tu sais. Okay. Donc, il avait besoin des chevaux. Moi, on m'a déjà conté qu'à Nicolette, on sonnait les cloches à un moment donné, puis ça voulait dire que ça prenait du manger. C'est M. McMahon qui m'a conté ça. Daniel McMahon, son père était épicier, je pense. Oui, je pense que oui. Puis quand ça sonnait, là, papa il disait allez porter là, les gens, le curé a besoin de nourriture, tout ça, puis il allait porter des choses. C'était-tu comme ça, Sainte-Gertrude? Non, ça, je n'ai pas eu connaissance de ça. Mais disons, pour revenir à l'église, tu sais, après la messe, il y avait des encans. Ah! L'encan sur le perron d'église. Un gars, il pouvait dire, moi, j'ai une vache à vendre, elle a tel âge, à peu près tel poids. Tu sais. Okay, ça se faisait là, oui, ça, je l'ai eu connaissance. Okay. Parce que tout le monde était là. Mais probablement que les personnes qui faisaient un camp sur le perron d'église, parce qu'il avait besoin d'argent. Je pense à mon père, par exemple, le voisin, sa femme a tombé malade. Il a acheté 2 vaches de lui. Puis un autre voisin, il a eu un problème d'argent. Mon père a acheté
un meuble, tu sais. OK. Autrement dit, ça s'aidait dans le rang pas mal. Il ne faut pas oublier que le rang, c'est une entité sociale. C'était tissé serré. La gang du 4, c'était pas la gang du 2. C'était pas la gang du 2. Ça, c'est surtout certain. pas la gang du village. Oui, c'est ça. Mais y avait-tu la gang du village? Une gang de prétentieux. Y avait-tu ça? C'est comme la Haute-Ville, la Basse-Ville à Québec. Ouais. Il devait en avoir, mais moi, il m'a moins connu ça. Là, OK. Il était trop jeune là, pour penser ça. Là. Mais il avait encore un bon esprit pour... OK. Là, on a parlé du village. On va parler de la relation avec la ville. Parce que là, aller en ville, c'était pas aller au village de Sainte-Gertrude. Aller en ville, c'était où pour vous, enfin? Nous, c'était la Trois-Rivières. Il y avait un autobus qui passait chez nous. Okay. Mais je ne sais pas d'où elle partait. D'après moi, elle partait de Manceau. Okay. Elle suivait les certains rangs, elle passait au village Saint-Drude, elle passait au village de Bécancour, elle passait par... Fait qu'il y a une matante qui pouvait débarquer là, dans l'autobus, ma tante qui était en visite. Là, oui, ça pouvait être en visite. Okay. Mais quand on allait à Trois-Rivières, par exemple, c'était pour acheter des chaussures. Ma mère achetait beaucoup de tissus parce qu'elle était bonne. Elle faisait votre linge. Oui, c'est ça. Okay. Puis d'autres articles qu'on ne pouvait pas trouver au magasin général du village. Là, mais là, Trois-Rivières, puis là, je ne veux pas vous vieillir, mais vous êtes né puis il n'y avait pas de pont. Non, c'était le traversier, là. C'était une aventure à la Trois-Rivières. Oui. Peut-être moins pour ma mère, mais pour moi, oui. OK. Parce qu'on y allait surtout l'été. En dehors des classes. Fait que là, on prenait la traverse au quai de Saint-Angèle? Oui, c'est ça. Au quai de Saint-Angèle, on descendait au centre-ville, sur la rue des Forges. Mais là, on faisait son magasinaire. Mais moi, là, l'été, je crevais de chaleur en ville. La sorte. Mais il y avait le parc à côté de l'hôtel de ville. Il y avait plus d'arbres. Quand on passait dans ce parc-là, avant d'aller voir ma tante là, pour le dîner, là, moi, je respirais. Là, mais là, vous achetez-tu un petit cadeau? Ma mère, elle était pas de gratteuse, mais on n'avait pas beaucoup d'argent. Elle était économe. Mais vous achetez même pas un petit bonbon, quelque chose? Non, elle n'a pas eu connaissance. Non, OK. Mais on était contents de voir nos cousins. C'était l'avantage. C'était la fête en ville. Là. Donc, Trois-Rivières, ça, c'était la grosse ville. Nicolet, c'était... Nicolette, moi, j'ai connu surtout Nicolette à partir de 58. Parce que j'ai rentré au séminaire, séminaire Nicolette. Mais votre place pour aller magasiner, c'était Trois-Rivières. C'était Trois-Rivières. Mais jamais Vito, jamais Drummond. OK. Mais les circuits étaient des véhicules pour aller vers Drummond, puis Vito, ça fonctionnait plus ou moins. C'était difficile. Okay. Tout était tourné vers Trois-Rivières. La zone d'influence de Trois-Rivières se limite à Saint-Ouen-Ceslas, d'après moi. Puis Saint-Silver, Sainte-Marie-Blandford, Saint-Pierre-les-Béquets. Puis là, on parlait de l'été, c'était le traversier, bien, l'été extensionné. Puis quand les glaces, avez-vous déjà pris le pont de glace, vous? Non. Ça, il était à pont de glace, d'après moi, c'était de Hofini quand la voie maritime a été créée en 1959. Oui. 1959. Fait que là, le transport de bateaux qui n'était pas présent avant. Bien, il y avait du transport de bateaux l'été. Là, oui, l'été, mais pas l'hiver. Prenait, là, on s'est mis à ouvrir. C'est ça, oui. On a creusé pour que ça passe aussi. C'est ça, une petite anecdote. Il y avait un prêtre qui enseignait au séminaire Nicolette de 1832 à 1855, à peu près. Il écrivait dans son cahier la date où le fleuve prenait en glace. Puis il gardait la date de prise de la glace sur la rivière Nicolette. Mais là, lui, il avait tout noté pendant 20 ans, toutes ses dépenses. Là, il a constaté que pendant Noël, il n'allait pas nécessairement dans sa famille, il fallait qu'il traverse le fleuve. Puis souvent, la glace n'était pas prise. Mais là, je me suis aperçu qu'il dépensait plus au mois de janvier, quand il allait à Yamachiche puis à Louisville. T'sais. Donc, tu vois, le pont de glace, c'est la voie maritime qui a tué le pont de glace. Ben oui. Puis le fameux miracle du Cap de Madeleine. Oui. C'est vrai, ça? Ah, Parce que le miracle, c'était le pont de glace. Oui, mais c'est ça, il transportait du matériel. La glace n'avait pas pogné, c'était pour faire la basilique. C'est ça l'histoire. Oui, mais c'était pas un miracle. C'était la météo. La météo, c'est pas le climat, mais la météo qui avait été favorable. Ma mère m'avait dit que c'était un miracle. Oui. Ah, Rita de Rita. Donc, ça, radio, télévision, vous m'aviez mis des points là-dessus. On en a parlé un peu. Oui. On a parlé un peu. Ça va changer la dynamique, parce que là, ça nous ouvre au monde un peu. Ça, ça change la dynamique, oui. Mais il y a toujours eu des gens qui ont été en ville, là, depuis le début, ça, c'est sûr. Mon grand-père, avant, avec le traversier, il vendait de la viande en ville.
Il allait sur le marché public en ville. Mais il y allait en voiture, mais à un moment donné, il y a eu des camions qui passaient, là, même si l'automobile était moins fréquente, mais il y avait des camions l'été, au printemps, puis ça fonctionnait au printemps jusqu'à l'automne, là, t'sais. Mon grand-père vendait de la viande. Mais d'après moi, quand il restait de la viande, il ramenait ça, puis ma grand-mère faisait des conserves de viande avec ça. Pas jeter ça. Non, c'est ça. Puis ça, l'oralité... On va me permettre de parler de ça. Il nous reste un petit 5-6 minutes, puis on va parler des changements aussi. Mais l'oralité, c'est important. Parce que, tu sais, d'avoir des gens qui avaient été quelque part, puis ils débarquaient dans la maison, puis là, ils venaient raconter. Hey, j'ai été à New York, puis j'ai été à New York, ça devait être assez rare, là, mais j'ai été à Montréal. Elle dit, c'est long. Là, c'est pas vrai. Ça, oui, c'est vrai. Puis, fait que, tu sais, il y avait des compteurs, là. C'était pas le métier, mais il y avait des voyageurs de commerce, des gens qui se promenaient. Ça. Mais il y avait les quêteux. Ah. Les quêteux, eux autres, ils passaient, mais tu sais, les quêteux avaient des endroits où ils pouvaient aller dîner, tu sais. Un gars qui faisait une longue trotte, en bicyclette, par exemple. Je sais qu'il y avait un gars de Parisville qui arrêtait chez nous. Il mangeait chez nous, il racontait des choses sur sa paroisse. Donc, c'était comme votre émission de télévision une petite émission, en personne. Oui, c'est ça, oui. Mais des quêteux. On va s'arranger, finir d'un temps. Mais des quêteux, là, c'est quoi? C'est des gens qui avaient des problématiques de santé mentale aujourd'hui? Je ne peux pas savoir. Non, ça... Mais il y a des quêteux que ma mère n'aimait pas, c'est sûr. Il y en avait un. Ma soeur avait peut-être 3 ou 4 ans. T'sais. Ma mère m'a dit, dis au gars que ta mère n'est pas là. Fait que moi, j'avais dit au quêteux, ma mère n'est pas là. Oh, fait que ma petite sœur a dit oui, elle est en arrière. Ma mère fait dire qu'elle n'est pas là. Mais non, ce que je voulais dire, santé mentale, des gens qui avaient eu un revers de fortune, ça, je peux pas le dire. Une séparation, un décès, une dépression. Il ne faut pas oublier, mais ces gens-là pouvaient se retrouver... ce qu'on appelait à l'époque l'asile. Oui. Il y en a beaucoup qui ont rentré dans ces endroits-là parce qu'ils étaient maladie mentale. Mais je connais quelqu'un, un géographe, qui m'a raconté que sa mère a voulu rentrer à l'asile parce qu'elle était tannée de vivre le stress avec son mari et tout ça. Donc, la violence, des fois. Mais ça n'empêchait pas qu'elle avait sa bouteille de vin pour recevoir ses invités. Donc, changement de leur rang, c'est une société, c'est une forme d'organisation sociale qui va quasiment disparaître, on va se dire. Oui. Bon, c'est que moi, je pense que j'ai connu 2 moments de période durant. Disons, avant l'arrivée de l'automobile, là, par exemple, c'était le rang à sa perfection. On avait atteint une perfection dans le rang. Les familles, c'était homogène. À peu près de même âge, les parents, les enfants, 4 à 5 enfants par famille. L'école du rang fonctionnait pour les jeunes. La perfection, elle avait été atteinte un peu, dans le niveau du rang. Mais là, l'automobile est arrivé. Le camion est arrivé. Le moulin à battre, l'avoine est arrivé. La TV est arrivée. Là, on oublie, le tracteur est arrivé. Puis là, les jeunes, il n'y avait pas d'école secondaire à l'époque. Fait qu'il y a il y avait 2 catégories de jeunes. Ceux qui sortaient de l'école après la 7e année, ils allaient travailler avec leur père dans le champ puis dans le bois. Là. Puis il y en avait d'autres qui ont été les études. Dans notre rang, il y avait 2 familles qui ont vu leurs enfants aller faire des grandes études. Là. Moi, de mon côté, puis il y avait un voisin qui, lui, avait étudié chez les frères du Sacré-Cœur ou les frères des écoles chrétiennes, avait une instruction. Fait que lui a envoyé ses enfants. Mais toute la mécanisation a changé la nature du travail agricole. Mettons, tu voulais acheter un tracteur. Il fallait que tu agrandisses ta ferme pour payer le tracteur. Pour faire plus d'argent, ça prenait plus d'argent. C'est on prend d'expansion, moins besoin de main-d'œuvre. Les enfants. Ça a bien donné jusqu'à un certain point, parce qu'il n'y a pas eu beaucoup de jeunes qui voulaient faire l'agriculture. Puis on était sur des terres de roche. Le rang, là, donc, je te parle, c'était des terres de roche. C'était pas facile. C'était pas facile. Donc, les terres ont été abandonnées quand les enfants sont partis. Il y en a il n'y en a pas un, peut-être, qui est resté cultivateur. Tout ça. Fait que ça a disparu, entre autres à cause de facteurs technologiques. Puis il ne faut pas oublier que le système Durand, c'était un système qui ne permettait pas la reproduction des familles, parce que tu ne pouvais pas subdiviser ta terre. Non. Il fallait que tu y ailles ailleurs. Ouais. Si tu voulais continuer l'agriculture, il fallait que tu y ailles ailleurs. Ou acheter une autre ferme. Mais les gens migraient dehors, la ville avait commencé à augmenter. Les gens migraient vers Montréal. Parce que ce type de terre-là ne pouvait pas permettre à long terme de nourrir 10, 15 personnes. C'est ça. C'était ça. Vous m'avez écrit une phrase que j'aime bien.
Pour bien du monde, beaucoup sont sortis des rangs, mais peut-on sortir le rang d'une personne? Non, ça, c'est vrai qu'on peut pas. Il est encore en vous, ce rang-là. Oui, le encore rang en 4, moi. Sainte-Marie, ça vous a fait comment? Oui. J'ai dû sortir physiquement du rang pour faire mes études, puis aller travailler. Mais disons, je ne nie jamais ce que j'ai appris dans un rang. Il ne faut pas oublier que le rang a eu beaucoup d'avantages pour moi. Là, d'abord, mes parents m'ont envoyé aux études. C'était le meilleur héritage que j'ai pu recevoir. Mon esprit n'est jamais sorti du rang. Je l'ai vu se modifier, se transformer. Mais par contre, il ne faut pas oublier que quand j'ai étudié en géographie, c'est peut-être là d'où vient mon intérêt pour la géographie. Ça m'a permis de voir comment était organisé le Québec rural. Je ne connaissais pas la ville. Il ne faut pas oublier que la ville, quand j'étudiais à l'Université Laval, au bout d'un mois, moi, il fallait que je sorte de la ville parce que j'étais écœuré. Trop de monde, trop de bruit, Puis j'ai aussi un patrimoine de Bécancour quand j'ai travaillé sur le rang. Le système du rang, j'ai travaillé là-dessus, les noms des rangs. J'ai reconnecté avec les rangs, puis mes connaissances du rang étaient essentielles. Et aussi, disons, j'ai travaillé sur la formation du rang Saint-Antoine. Ça, c'est le premier rang qui a été construit à Sainte-Gertrude. Si je n'avais pas connu la ferme traditionnelle que j'ai connue, j'aurais eu de la misère à étudier, mais quand j'ai vu les résultats, les vaches, les chevaux, les moutons, puis tout ça, j'avais connu ça là, chez moi. Vous l'aviez connu de façon intrinsèque. Ben, merci, M. DL. Bien intéressant. Une belle passion que vous avez, une belle connaissance que vous avez développée. Puis ben, merci de nous l'avoir partagé aujourd'hui sur votre vie dans un rang 1944 à 1966, mais 2025 est encore là. Oui. Il reste beaucoup de choses à apprendre. À dire sur le rang. Là. Je n'ai pas noté tout. On a fait un beau tour, pareil. Oui, on a fait un bon tour. Ça donne le goût peut-être de d'autres de l'étudier. Mais là, juste pour conclure, y avait-tu un pont au bec sur votre rang? Pardon? Y avait-tu un pont au bec? Un pont couvert au bec? Non, il n'y en avait pas. Il n'y en a jamais eu. Ce sera pour un autre épisode. Merci d'avoir été là. Laurent Deshaies, c'est un rendez-vous. À la prochaine!
Salut tout le monde, ici Daniel Grenier pour vous parler des télévisions communautaires autonomes. Et si ce médium n'était pas là, voici à quoi ressemblerait mon message. Oui, c'est triste, un plan noir. Ça aurait pu être beaucoup plus triste si j'avais rajouté cette petite chanson triste sur le plan noir. Mais bon, là n'est pas le point. Diversité de contenu, gestion indépendante locale, sans oublier une participation active à la communauté. Et j'en passe. Et j'en passe beaucoup à part de ça, car la TCA, c'est beaucoup plus que ça. Ah oui, la TCA, c'est nous.